Vigie est né d'une expérience dans le textile de Anne-Laurence et moi-même, les deux principaux associés, additionnée à une expérience dans l'agroalimentaire. En fait, on se dit aujourd'hui finalement que le textile n'est pas très loin de sa crise de la vache folle, pour faire un petit peu la comparaison. On a des scandales récurrents, on a de l'opacité complète ou très forte sur la chaîne de production des vêtements, et on a des consommateurs qui à l'époque se préoccupaient de savoir ce qu'ils avaient dans leur assiette, et aujourd'hui qui veulent réellement connaître la véritable histoire de leurs vêtements. Donc Vigie est né sur ce principe-là, se disant que l'agroalimentaire de son côté avait une trajectoire qui était positive depuis cette crise. Certes, il reste des choses à faire, mais c'est quand même, aujourd'hui, on est capable de savoir ce qu'on a dans notre assiette, si un tant soit peu ça nous intéresse, et de se dire, finalement, en s'inspirant de cette trajectoire, on doit être capable de proposer des solutions à la filière textile pour aboutir à une consommation plus éco-responsable. Ok, super. Donc aujourd'hui, finalement, Vigie, on travaille à la fois pour les marques, pour les consommateurs et pour les fournisseurs, qui sont un petit peu souvent le parent pauvre qu'on a tendance à oublier. Donc on propose des solutions qui vont permettre de récolter sur toute la chaîne de production l'ensemble des paramètres RSE des produits, de récupérer également les preuves associées, et ça c'est extrêmement important. Et ces informations vont être évidemment au bénéfice de la marque pour qu'elle puisse maîtriser sa démarche RSE, qu'elle puisse la structurer, potentiellement qu'elle puisse l'amplifier, et va être au bénéfice du consommateur qui va enfin pouvoir accéder à une information qui soit extrêmement fiable, précise sur le vêtement qu'il veut acheter. Alors oui, clairement la réponse c'est oui, et je sais que je vais peut-être questionner certaines personnes en ayant cette réponse-là. Il est évident que cette crise a plusieurs effets. Elle a pour effet de susciter la réflexion chez beaucoup de personnes sur effectivement la possibilité de continuer sur le modèle sur lequel on est aujourd'hui. Euh, on comprend effectivement que l'aspect responsable est devenu extrêmement important, que le fait effectivement c'est de la mondialisation possède également ses limites. Donc ça c'est une chose, une remise en question des modes de consommation. Je pense qu'on le voit un petit peu dans toutes les enquêtes, mais en même temps, il ne faut pas oublier que cette crise va engendrer de la pauvreté, malheureusement. C'est une crise sanitaire d'abord, c'est demain clairement une crise économique dont il ne faut pas sous-estimer les effets. Et dans toute crise économique, il y a des gens qui perdent. Et ces gens-là, effectivement, vont se poser des questions sur leur manière de consommer et n'auront pas les moyens d'acheter des produits peut-être éco-responsables plus chers. Certes. Mais en même temps, il faut bien comprendre aussi qu'acheter un t-shirt à 30 € va vous faire 10 fois plus longtemps que 10 t-shirts à 3 €. Donc c'est aussi une logique à prendre, c'est-à-dire que ces réflexes de consommation de masse sont difficiles à effacer, y compris pour moi. Personne n'est parfait, donc il n'y a aucun jugement de ma part, ça se veut objectif. Mais en même temps, si on arrive à expliquer effectivement aux consommateurs qu'on ne dépense pas forcément plus d'argent au final quand on achète un vêtement de qualité, à ce moment-là, effectivement, la notion de budget peut retrouver un équilibre. Et ça, c'est extrêmement important. Mais pour ça, il faut pouvoir se renseigner effectivement sur la qualité du vêtement. Et c'est un petit peu la mission qu'on se donne avec Vigie. Alors, effectivement, comme tu le dis, on voit une réindustrialisation, les prémices d'une réindustrialisation textile en France. Et ça, c'est quand même un super bon signe. Il ne faut pas oublier que la France était un producteur de textile tout à fait significatif il y a quelques décennies et qu'on a malheureusement tout perdu, notamment au moment de la mondialisation. Donc, on peut être optimiste parce qu'il y a des gens, effectivement, qui font des très belles choses, qui dépensent une énergie complètement dingue pour réussir à recréer des usines ou alors refaire exister des usines qui étaient un petit peu oubliées. Il y a des véritables démarches. Il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui se créent avec ces valeurs-là. Donc, oui, on peut compter en partie, en tout cas, sur la filière française. Il ne faut pas oublier que par ailleurs, la France est le premier producteur de lin. Le lin qui consomme beaucoup moins d'eau, par exemple, que le coton. Donc non seulement il y a la partie industrielle, mais il y a aussi la partie matière première. Alors aujourd'hui, il y a encore quelques trous dans la raquette, notamment sur les différentes étapes de transformation qui permettent d'aboutir à un produit fini. Donc tout n'est pas simple, concrètement, ça va prendre du temps. Et en même temps,
je pense qu'il existe d'autres solutions que le Made in France. Le Made in France n'est pas la seule solution à une consommation éco-responsable. Au risque de choquer peut-être certains, mais de casser aussi certaines convictions. Le fait de faire venir un vêtement d'Asie n'est pas forcément polluant ou très polluant à partir du moment où on le fait venir par bateau, par exemple. La consommation, enfin, on rapporte le volume d'un t-shirt à la consommation globale d'un bateau et tout ce qu'il contient. Le bilan carbone, alors certes, c'est toujours mieux s'il vient de plus proche, mais c'est peut-être pas forcément complètement catastrophique. Ce qui importe, c'est surtout que au-delà de la localisation, c'est que l'ensemble de la supply chain d'un produit, depuis les matières premières jusqu'à sa distribution au client, et peut-être même encore après d'ailleurs dans son cycle, dans le cycle complet de vie sur son possible recyclage, c'est que l'ensemble de cette chaîne soit la plus vertueuse possible. Et personne ne peut se targuer d'être parfait. À partir du moment où on produit un vêtement, de toute façon, on pollue. Il n'existe pas aujourd'hui de manière totalement propre de produire un vêtement. Donc ça veut dire qu'il faut faire des choix. À partir du moment où on ne peut pas être parfait, et personne ne se doit d'être parfait, ça veut dire qu'une marque ou un vêtement va être plus pointu sur certains paramètres éco-responsables. Et en fait, finalement, le consommateur va se retrouver à choisir en fonction de ses propres convictions. Si par exemple vous êtes sensible à la préservation des océans ou de l'eau d'une manière générale sur la planète, vous allez peut-être regarder les vêtements qui ont consommé dans leur conception le moins d'eau possible. Si jamais vous êtes avec des convictions véganes, vous allez vous attacher à ce que le produit ne comporte aucune partie animale. Mais vous ne trouverez jamais toutes les composantes éco-responsables dans un seul et même produit. Donc, il est important que le consommateur se questionne sur ses propres convictions, se renseigne une fois de plus, j'en reviens toujours un petit peu à ça, et que ce consommateur comprenne que finalement sa carte bleue, bah, c'est un pouvoir qu'il a entre les mains, un pouvoir de vote quelque part. Parce que quand on fait un achat, ça veut dire que on adhère quelque part au produit, mais à la marque aussi derrière, et donc à ses valeurs. Donc ça, c'est un véritable pouvoir. C'est-à-dire que chaque consommateur a une responsabilité aussi individuelle pour choisir ses vêtements. On a malheureusement, enfin, c'est clair qu'on peut se réjouir effectivement de la réflexion et de l'évolution des modes de consommation euh, qui peuvent arriver après le Covid. En même temps, aujourd'hui, pour l'instant, ce sont quand même pas mal de boîtes qui mettent la clé sous la porte avec des salariés, donc il ne faut pas l'oublier. Beaucoup de marques, effectivement, assez orientées fast fashion ont déjà mis la clé sous la porte. Malheureusement, j'ai peur, je n'ai pas de boule de cristal, mais j'ai peur qu'il y en ait d'autres qui suivent. On voit que le modèle a ses limites, c'est certain. Après, là encore, je vais en revenir aux consommateurs, c'est-à-dire que on montre du doigt les marques de la fast fashion, mais ces marques-là vendent ce que les consommateurs achètent. Donc il s'agit de manière systémique d'un équilibre entre l'offre et la demande. Donc on ne peut pas uniquement pointer du doigt les marques sans se poser des questions sur son propre comportement de consommateur. Donc si effectivement, malheureusement, la paupérisation suite à la crise économique est forte, ça voudra dire que naturellement, on aura des gens qui auront besoin d'acheter au moindre prix, malgré ce que je disais tout à l'heure sur la pertinence d'acheter peut-être un vêtement plus cher qui va durer plus longtemps. Donc, il y aura forcément des effets post-Covid, des modèles à remettre en cause. C'est quand même difficile de se dire qu'une entreprise d'une taille conséquente, en 2 mois de crise, même si c'est long 2 mois, à l'échelle de prévision d'entreprise et d'un business plan d'entreprise, de voir que ça fait mettre la clé sous la porte de ces boîtes-là, c'est vraiment questionnant. Donc je pense que le modèle de toute façon va évoluer, ça c'est certain. Est-ce qu'on ne parlera plus de fast fashion ? Je ne sais pas. Je voudrais pas m'engager là-dessus. On va de toute façon vers une évolution qui ne peut être que positive. Dans quelle mesure est-ce qu'elle sera positive? Ça va dépendre justement, à mon avis, en grande partie du consommateur. Ça peut aussi venir du législateur. C'est-à-dire que si on a des systèmes politiques qui, euh, qui commencent à mettre en place de la norme, je pense au devoir de vigilance des entreprises, notamment qui impose de maîtriser les conditions sociales et environnementales chez ses fournisseurs. Si ces lois deviennent contraignantes, ça voudra dire que les entreprises auront obligation de s'adapter.
Je pense aussi à tout le système de subventions et de taxes qui peut être orienté en fonction des actions éco-responsables d'une entreprise. Donc ça, le pouvoir public a aussi un rôle à jouer. Mais la résultante de tout ça, c'est bien la superposition de tous ces efforts, des marques elles-mêmes, des pouvoirs publics et du consommateur.